Casting Call, bienvenue sur le podcast de la rédaction de casting.fr qui révèle ta vraie nature. Ici, on va parler casting, témoignages exclusifs, des rencontres avec des professionnels, les clés et les secrets pour devenir un artiste et surtout, en vivre. Casting Call, c'est ton nouveau coach audio qui te permet de poser ton premier pas sur ton chemin de l'éveil et de la réussite. Ose enfin devenir celui dont tu rêves. Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une reine de beauté devenue actrice. Nommée Miss Guadeloupe en 2018, puis première dauphine, Miss France 2019 et enfin première dauphine, Miss Monde 2019, Miss World Europe, vous avez suivi. Bref, mannequin à 16 ans avant de s'en lancer dans l'univers des Miss. Elle est de ces filles qui sont touchées par la grâce d'un esthétisme parfait. Vous imaginez donc la beauté divine que j'ai face à moi. Beauté, oui, mais je tenais à recevoir cette femme parce que son parcours me raconte encore une fois combien la vie est magique et les rêves si puissants. Enfant coda, cette reine de beauté va nous raconter son parcours unique et atypique. Modèle, mannequin et créatrice de contenu, elle se dit apprentie comédienne, alors qu'elle donne la réplique à Omar Sy dans Lupin. C'est avec Ophélie Mézineau que nous allons découvrir les coulisses de la vraie vie. Dans ce moment intime, nous allons parler de son intention réelle et profonde derrière son image si belle. Hygiène de vie, grain de peau, mais surtout des envies passionnées et le rappel constant de ce qui est invisible, comme ces handicaps qu'on ne reconnaît pas suffisamment et qu'elle connaît puisqu'elle a grandi avec des parents malentendants. Ophélie, bonjour. Bonjour, merci pour l'accueil. La devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi en cette année 2023 ? Je pense que cette phrase me ressemble beaucoup parce que je suis une éternelle rêveuse et j'ai toujours beaucoup rêvé. On m'a toujours dit que j'étais dans ma bulle. Et ceci depuis que je suis une toute petite. J'étais une petite artiste qui j'étais émerveillée partout. Tout ce que je trouvais, tout ce que je trouvais, où je touchais, en fait, pour moi, c'était beau. Ça exprimait quelque chose. Ou voilà, j'ai toujours eu des rêves un peu plus démesurés. Et on m'a toujours dit que je rêvais trop grand. Trop grand. C'était toujours trop. En fait, Ophélie, oui, bon, ça, c'est que dans les films, tu pourras pas faire ça, etc. Mais pour moi, jamais, je me suis jamais dit que quelque chose était impossible. Et je pense que c'est aussi par rapport à mon parcours, par rapport à ce que j'ai pu traverser. Et à chaque fois, à chaque étape que je traversais dans ma vie, même d'enfant, je me suis dit, bon, bah, si j'ai réussi à traverser ça, je pourrais faire tout ce que je voudrais dans la vie, même si les conditions dans lesquelles j'ai été élevée, etc., me permettaient pas justement forcément de rêver. Et du coup, j'ai toujours su qu'il fallait briser les chaînes et aller et me donner beaucoup plus parfois que certaines personnes, même si voilà, chacun met beaucoup d'énergie dans ce qu'il fait pour atteindre mes objectifs et mes rêves. Et aujourd'hui, on me dit souvent, Ophélie, tu réalises tous tes rêves. Tu es née à La Réunion, oui, mais tu as grandi en Loire-Atlantique. Papa guadeloupéen et maman réunionnaise. Justement, parle-nous de ton enfance. Tu avais des frères et sœurs. Alors, j'ai une histoire de famille un petit peu compliquée, comme beaucoup de personnes. Mais oui, j'ai un père guadeloupéen, une mère réunionnaise. Mais j'ai été élevée par mon beau-père, justement. Et maman ? Oui, mon beau-père et ma maman, par mon beau-père qui est, lui, de la Loire-Atlantique et qui, du coup, c'est la personne que j'ai appelée papa, qui s'en est allé malheureusement à cause d'un cancer du foie et du pancréas, fatal. Et du coup, ça aussi, ça a été une épreuve. Mais du coup, j'ai grandi aussi en Loire-Atlantique, dans une famille très aimante. Il est vrai que... Une famille aimante, mais un environnement compliqué parce que je suis une enfant métisse. Ma mère est réunionnaise, mais claire de peau. Et au-delà de son handicap qui a été très difficile à supporter pour moi en tant qu'enfant, vous connaissez à l'école les moqueries, le regard des autres, tout ça, j'étais un peu la seule métisse du village. Donc dans un tout petit village, beaucoup de racisme, toute mon enfance, toujours pointée du doigt par rapport à ma couleur de peau, de mes cheveux, rejetée, harcelée, etc. Et c'est pour ça que... C'est intéressant, ça. Souvent, nos invités artistes ont été des enfants harcelés. Ce que signifie peut-être qu'être harcelé, souvent, c'est quand on est singulier et différent. C'est ça, c'est que en plus de ça, plus jeune, j'avais beaucoup de facilité. J'étais un petit peu avancée à l'école, donc...
voilà, on comprenait pas pourquoi une toute petite savait déjà lire ou savait déjà faire ci, savait faire ça. J'avais des facilités à l'école, donc voilà, c'était je ne joue pas avec toi parce que tu es noire, ou on pointait du doigt parce que ma mère était en situation de handicap. On parle des années 2005-2006, ça paraît dingue. Oui, 2005-2006, et ma mère étant sourde, du coup, et parlant la langue des signes, en fait, c'était assez visible comme handicap, entre guillemets, même si c'est un handicap vraiment invisible initialement. Et c'est vrai que j'en ai beaucoup, beaucoup souffert durant mon enfance. Et en fait, j'ai ce souvenir-là que j'ai raconté à ma mère il n'y a pas très longtemps, où je suis au collège et à un moment donné, je dis stop, à partir d'aujourd'hui, même si je suis seule, je ferai tout ce que j'ai envie de faire. Et je me souviens être dans une peine immense, mais être assise sur un banc et prendre la lumière du soleil et me dire maintenant, c'est pas grave, je vais avancer seule. Et là, tu as quel âge ? Là, j'ai 11 ans, je crois. 11 ans. 11 ans. Fille unique ou tu as des frères et sœurs ? Alors, je suis là. Enfin, j'ai d'autres petits frères et sœurs aussi du côté de mon père biologique. Et j'ai un petit frère aussi qui est le fils de mon beau-père et de ma mère, qui est la prunelle de mes yeux aussi, évidemment. Et c'est important pour moi, en fait, de continuer à me battre parce que je veux être un exemple pour lui. Et je sais qu'au vu de notre situation en tant qu'enfant de parents en situation de handicap auditif, moi, j'ai eu énormément de responsabilités depuis très jeune. J'ai été l'interprète de ma mère partout, tout le temps. Et encore aujourd'hui, on a les smartphones. Mais à l'époque, vous imaginez, elle n'avait pas de smartphone. Elle a eu, je crois, je devais avoir 8 ans. Elle devait avoir les petits boîtiers de téléphone pour envoyer des SMS. Mais elle-même, loin de son île, ne pouvant pas parler à sa famille, très isolée, pointée du doigt, pas de travail pour les personnes en situation de handicap parce que la loi est arrivée que très tardivement pour intégrer les personnes en situation de handicap en entreprise. Et donc, pas forcément de travail et pas forcément d'argent non plus. J'ai des souvenirs où elle a pas forcément les moyens de nous acheter à manger. Donc, c'est des choses par lesquelles je suis passée qui font qu'aujourd'hui, si j'ai réussi à traverser ça déjà en premier temps avec eux, je sais que je peux aller beaucoup plus loin et ça me donne beaucoup d'énergie pour plus tard. Tu es enfant CODA. Exact. Explique-nous, c'est quoi un enfant CODA ? Un enfant CODA, en fait, c'est l'abréviation anglaise pour dire enfant entendant de parents sourds. Et du coup, vu qu'on est enfant entendant de parents sourds, évidemment, dans un monde où les personnes sourdes et malentendantes ou en déficience auditive ne sont pas intégrées à la société parce que justement, c'est un handicap invisible, donc on n'adapte pas les structures pour leur handicap. En fait, je dirais, pas tous les enfants CODA, mais moi, je parle de mon expérience. Moi, j'ai beaucoup pris le relais par rapport à ma mère. On ne fait pas des rendez-vous à la banque quand on a 8 ans, on ne fait pas des rendez-vous à la CAF quand on a 8 ans, 8-9 ans, on n'appelle pas les services administratifs quand on est tout petit. Mais moi, c'est ce que j'ai dû faire parce que ma mère ne pouvait pas le faire. Et à l'époque, contrairement à aujourd'hui, pas de smartphone, moins d'accès à Internet, tout le monde n'avait pas l'ordinateur chez soi, etc. Et oui, c'est bête d'aller faire ses courses pour commander son pain. C'est moi qui ai commandé le pain quand j'étais petite. Ça peut paraître anecdotique, mais quand on est petit, on ne fait pas ça. Ou on ne veille pas sur ses parents. C'est eux qui veillent sur nous. Et moi, ça t'a éveillé à une certaine maturité, une responsabilité également. C'est ça. Donc finalement, quelles sont les failles Qu'est-ce qui t'a manqué justement en ayant des parents malentendants ? Est-ce qu'il y a eu des failles ? Je pense qu'il y a évidemment eu des failles. Après, c'est vrai que j'ai eu un beau-père entendant aussi. Et après, le fait d'être dans des écoles où des enfants qui entendent, voilà. Donc, au final, à ce niveau-là, en termes de développement personnel, voilà. Mais ce qui m'a manqué, c'est vrai que, par exemple, faire ses devoirs avec ses parents, ça paraît complètement normal. Sauf que moi, je l'ai toujours fait toute seule. J'avais mon beau-père qui m'aidait aussi un petit peu, voilà, mais je me suis toujours en fait, j'ai toujours fait tout toute seule. Les devoirs, les travails, les démarches administratives, les démarches pour, je sais pas, trouver un lycée, trouver une école, trouver un appartement, trouver toutes les choses que les parents nous aident à faire et que je trouve totalement normal. J'ai toujours fait tout toute seule. Et je dirais que ce manque-là, de se dire que je pense avoir une très belle enfance aussi. J'ai eu des moments exceptionnels. J'allais te demander justement quelles sont les qualités ou les choses différentes que ta maman t'a apportées. Si elle n'avait pas les mots, est-ce qu'il y avait d'autres choses ? Je pense que ce qu'elle m'a apporté de différent, c'est déjà en premier temps la tolérance. La tolérance, même si ça a dû passer par de la souffrance pour comprendre ce concept-là, mais la tolérance des personnes qui étaient différentes de nous.
parce que, en fait, je ne supporte pas le jugement qu'on peut avoir quelqu'un de différent, parce que ma mère est différente, je suis différente, mais ouais, je pense que la tolérance et le respect, elle m'a toujours inculqué ça. Si tu veux pas que les gens me pointent du doigt, ne pointe pas du doigt les autres personnes. Donc, en fait, j'ai toujours été dans ce truc où j'accepte les personnes telles qu'ils sont. Je ne les juge pas. Et justement, j'essaye de m'adapter, par exemple, il y a différents handicaps invisibles ou des traumatismes. Voilà, souvent, les gens se confient facilement à moi parce qu'ils savent que j'ai cette ouverture d'esprit par rapport à ce qu'ils vont me dire et que je ne serai ni choquée, ni dans le jugement. Et je pense que la tolérance, déjà, en premier temps. Tu as été donc stigmatisée par ta peau noire, par une maman différente. Et un jour, sur ce banc, à 11 ans, au soleil, tu as le déclic. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Ce qui s'est passé, c'est que je me souviens, par exemple, voilà, je suis passée par les concours de beauté, tels que Miss France. Déjà à 11 ans ? En fait, justement, c'était un rêve de toute petite fille que je partageais avec ma grand-mère et à La Réunion. Et j'ai pu commencer, je regardais les élections quand j'avais l'âge de 2 ans, déjà, apparemment. Et en fait, je me souviens avoir dit à cette prof de français en 6e, Madame Petit, j'aimerais devenir Miss France. Elle m'a dit... Faites attention à ce que vous dites, faites attention à vos rêves, ça se réalise, c'est ce que je dis toujours. Et elle m'a regardée avec des grands yeux, en roulant des yeux, et moi je me suis dit, mais en fait elle prend pas ce que je dis au sérieux. Donc je comprenais pas, et justement en fait j'étais dans cette bulle où je voulais aussi faire les Jeux Olympiques parce que je suis une ancienne fan d'athlétisme, de handball, voilà. À partir de 6 ans, tu as fait de l'athlétisme. Très jeune, et pour moi, faire les Jeux Olympiques et faire Miss France, je voyais pas c'était quoi le problème. Et en fait personne ne croyait en moi. Mais je me suis dit... Personne dans ton entourage, peut-être ta grand-mère ? Si, ma grand-mère. Ma grand-mère qui a été ma petite étoile, je pense, du coup, parce que ça en est allé avant que tout ce qui vient de se passer dans ma vie se passe. Mais ma grand-mère, ma mère et mon beau-père, du coup, à ce moment-là, qui eux, oui, bien sûr, si t'as envie de le faire, tu le feras. Mais mon entourage, enfin, les élèves à l'école, tout ça, non. Le meilleur des projets se fait toujours dans le secret. C'est ça. Et gardez ça pour vous, je pense. Ça. Et je pense qu'à ce moment-là, quand je me suis assise sur ce banc, je me suis dit... en fait, je n'ai pas besoin que les gens croient en moi pour réaliser mes rêves. Si, à un certain moment, on a besoin que certaines personnes nous donnent un coup de pouce, nous donnent une énergie, les contacts. Mais je me suis toujours dit qu'en fait, il fallait que je travaille sur moi et qu'il fallait que je sois la meilleure version de moi-même pour pouvoir atteindre ces rêves, parce que personne ne pourra le faire à ma place. Donc tu rêves de devenir Miss France et en même temps, on te stigmatise. Est-ce que toi, tu te trouvais belle ? Comment, quand tu te regardais dans le miroir, tu te trouvais comment ? À cette époque-là, quand j'ai 11 ans, je me trouve pas forcément jolie parce que justement, je vois peu de personnes qui me ressemblent dans mon entourage, sauf dans les yeux de mon père, de mon beau-père que j'appelle mon papa, et de ma mère. Parce que je trouve ma mère, je la trouve magnifique. Mais à cette époque-là, non, parce que j'assumais pas mes cheveux, par exemple. Je défrisais mes cheveux parce que pour moi, au vu des remarques que je recevais sur ma frisure, j'assumais pas ma frisure parce que voilà, mes cheveux, ça ressemblait à un paillasson, je ressemblais à un mouton. Donc j'ai dû changer la nature de mes cheveux parce que je me trouvais pas jolie. Je me suis trouvée jolie à partir du moment où j'ai eu les cheveux lisses. Donc même cette représentation que j'avais sur ma propre image, elle était pas bonne. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là que j'ai ce déclic, quand il y a aussi les réseaux sociaux qui m'ont beaucoup aidée, ou quand j'ai vu plein de filles qui me ressemblaient, avoir des beaux cheveux, des belles boucles. Et là, je me suis dit, en fait, il faut que je m'assume, il faut que je sois la meilleure version de moi-même. Et je réaliserai mes rêves coûte que coûte et personne ne m'en empêchera. Et tu faisais de l'athlétisme à partir de tes 6 ans. L'athlétisme, c'est relativement ambitieux et puis surtout exigeant. Je pense que c'est le sport justement qui m'a donné cette rigueur que j'applique jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que l'athlétisme est un sport tellement il n'y a pas de limite dans la performance. C'est-à-dire qu'il y a des sports où on s'entraîne pour justement le jour J ne pas souffrir, entre guillemets, et effectuer un match sans s'arracher les poumons. Alors que l'athlétisme, on s'entraîne, mais en fait, le jour J, on peut toujours aller beaucoup plus loin que ce qui était prévu. Et en fait, j'applique cette discipline sportive, et même dans ma tête, dans mon mindset, pour me dire, en fait, c'est pas parce que je me suis fixé quelque chose que soit je peux pas aller plus loin, ou plus fort, ou plus vite. Et en fait, le sport a été l'école de la vie pour moi. J'ai dû l'arrêter à cause de certaines blessures, mais avant toutes les autres passions, il y a le sport. Et pourtant, tu t'orientes vers des études
complètement différentes. Oui. Master ingénierie chimie. Déjà, là, je suis perdue. Oui. Qu'est-ce qui te prend? En fait, justement, à ce moment-là, je suis une fan de sport, sauf que je me blesse. Je me blesse et je crois que je pense que je fais vraiment une dépression. Pour moi, le sport, c'est ma vie. Pour moi, je voulais faire les JO, je voulais devenir une athlète reconnue pour mon sport, pour mes performances. Et sauf que j'étais bonne à l'école, j'étais en sciences, j'étais en baccalauréat scientifique. Donc, j'ai fait 2 années de classe préparatoire en grandes écoles scientifiques en BCPST. Et au final, il y a mon rêve de devenir toujours faire des concours de beauté qui est là. Je viens de perdre ma grand-mère et en fait, je suis en train de me dire je viens de perdre ma grand-mère et je me dis, elle voulait que je devienne Miss elle aussi. Et je savais que ça faisait très longtemps que je voulais le faire et je me souviens ne pas aller au concours au concours de classe préparatoire aux grandes écoles pour passer le concours pour intégrer ces grandes écoles en fait. Okay. Donc je décide de pas y aller. Et je savais que l'élection de Miss Guadeloupe était 1 mois après. Et je me suis dit, dans tous les cas, de toute façon, vu que c'est ça que je vais accomplir, j'irai. Mais là, tu étais déjà mannequin. J'avais déjà commencé le mannequinat un peu plus tôt, à 16 ans. Mais c'est ça. Comment t'as commencé? Par hasard, on t'a arrêté dans la rue, t'es allée dans une agence? Exactement, on m'a arrêté. Je voulais faire ce projet-là, mais bon, avec les études un petit peu compliquées, puis les parents, vous savez, quand on a 15-16 ans, ils sont pas trop partants. Mais je me souviens être au rayon congélation. Où ça? En Guadeloupe. En Guadeloupe, c'est intéressant. J'étais au rayon frais, justement, et quelqu'un vient me parler. Je suis toujours très, très amie avec lui, qui a d'ailleurs été le photographe officiel plus tard des concours de beauté, et qui me dit j'adore ce que vous dégagez, est-ce que vous voudriez faire une campagne? C'était une campagne pour une boisson qui est mais là, que t'es en vacances en Guadeloupe? Non, j'habitais en Guadeloupe parce que je suis partie vivre en Guadeloupe à l'âge de 13 ans. Alors là, il faut que tu nous racontes. Alors là, c'est perdu un truc. Oui. Il faut te suivre. Oui, il faut me suivre. Tu es en Loire-Atlantique. Et à quel moment tu décides de partir en Guadeloupe et pourquoi? Alors justement, je décide. Enfin, c'est pas moi qui décide, vous imaginez bien. J'ai 13 ans, 14 ans, et en fait, je retrouve mon père biologique sur les réseaux sociaux. Enfin, du moins, ma famille biologique de Guadeloupe me retrouve grâce aux réseaux sociaux. Et je connaissais pas du tout ma famille guadeloupéenne auparavant. Et du coup, je rentre en contact avec ma famille. Il se trouve que je découvre que j'ai des frères et sœurs aussi, chose que je ne savais pas. Et je vais en Guadeloupe pour découvrir ma famille. Et après, certains éléments qui resteront privés fait que je déménage en Guadeloupe après la 3e, donc pour rentrer en seconde. Avec l'envie de créer des liens avec ton histoire, tes racines. En fait, il me manquait en quête de ton identité. C'est ça, il me manquait une partie de moi. J'étais très implantée dans ma culture réunionnaise et aussi j'avais grandi en Loire-Atlantique et je savais que j'étais guadeloupéenne, je savais que j'avais un père guadeloupéen, mais je connaissais pas son visage, je connaissais pas son identité, je savais pas que j'avais des frères et sœurs, carrément j'ai cru que c'était vraiment une blague, enfin voilà. Et du coup je pars habiter en Guadeloupe pour découvrir vraiment mes racines guadeloupéennes et après j'ai construit ma vie là-bas. C'est ça qui est intéressant, et ça c'est là où le coup de la vie, un coup de chance, ta carrière commence. C'est ça, c'est vrai que ma vie en Guadeloupe, il y a eu beaucoup de rebondissements, bons comme très mauvais, mais c'est là qu'en fait c'est pour ça que je remercie toujours les Guadeloupéens. Je n'ai pas à choisir entre la Guadeloupe et la Réunion. Mais c'est là qu'on m'a donné ma chance aussi, et qu'il y a une certaine personne qui, aujourd'hui, justement cette personne que j'ai croisée au rayon congélation, que je porte énormément dans mon cœur, parce qu'il a su voir en moi quelque chose. Et il m'a dit, j'aimerais bien qu'on puisse faire une campagne ensemble, et c'est ce qui s'est passé. Et c'est comme ça que ça a commencé. J'ai commencé à faire des défilés, à faire des magazines, à faire des éditos. Et j'adorais déjà le monde de la mode. Je faisais beaucoup de croquis plus jeune, de robes. Je voulais devenir styliste. Voilà, T'avais plein d'envie, toujours. Voilà, toujours plein d'envie. Trop peut-être pour certaines personnes. Moi, je sais pas. Pour moi, j'étais très alignée avec moi-même. Et là, tu restes vivre en Guadeloupe. Donc. Je reste vivre en Guadeloupe. Je passe mon bac. Je fais mes études de classe préparatoire aux grandes écoles. Je deviens Miss Guadeloupe. Un rêve qui... Je pense que c'est les concours de beauté qui m'ont permis de me maintenir à flot, en fait. Et des fois, on réalise pas forcément ce que peut avoir le concours de beauté, l'impact que peut avoir sur ces jeunes femmes. Et c'est pour ça que je les regarde aussi avec beaucoup de respect, beaucoup d'admiration, parce que des fois, on se dit, c'est un peu fleur bleue, ce concours, etc. Mais moi, c'est ce qui m'a maintenue.
C'est ce qui m'a maintenue parce que j'avais cet objectif-là de devenir la meilleure version de moi-même. Et malgré toutes les épreuves que je traversais douloureuses dans ma vie auparavant, en tant qu'enfant, en tant que justement en ayant des parents en situation de handicap, en ayant perdu mon beau-père, etc. C'est toutes les responsabilités que j'avais. Les concours de beauté m'ont dit, Ophélie, en fait, tu ne peux pas flancher. Tu ne peux pas flancher, tu te dois de garder un cap. Et c'est ce qui me permettait de garder un cap de l'excellence par rapport à ma propre personne. Un cap de l'excellence. C'est parce ça. que finalement, ces concours sont extrêmement exigeants. Oui. Juste, parle-nous de ton hygiène de vie. Tu parles beaucoup sur les réseaux sociaux de ton grain de peau, comment tu exfolies ta peau. Tu fumes? Tu bois de l'alcool? Je ne fume pas. J'ai eu cette période vraiment de jeunesse où je suis arrivée à Paris, je me suis amusée, hein, évidemment, comme tout le monde, et il faut s'amuser, où j'avais mon premier appartement, toute seule, célibataire, voilà. Donc, j'adore danser, je suis quelqu'un, j'ai la joie de vivre. Hein, en fait, j'aime pas, c'est pas parce qu'on est dans un milieu, voilà. Faut sortir, faut s'amuser, il faut rencontrer du monde. Mais aujourd'hui, par rapport à mon rythme de vie, c'est sûr que déjà, je ne fume pas, ça ne m'a jamais intéressée. Je fais attention à ce que je bois. À ce que tu manges. À ce que je mange, je fais attention à mon... Oui, parce que notre corps, en fait, je m'attelle seulement à ce que je peux contrôler. Ce que je peux contrôler, c'est ce que je bois, ce que je mange, et au pire, un peu mon apparence physique. Voilà, parce que des fois, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler non plus à ce niveau-là. Du coup, je reste concentrée là-dessus. Et le reste, je sais que je peux pas le contrôler, donc je m'en occupe un peu moins, on va dire ça comme ça. Mais si je veux garder mon rythme de vie, je suis obligée d'avoir une bonne hygiène de vie parce que sinon je ne pourrais pas tenir, tout simplement. Parle-nous de ces concours de beauté, justement, où on se dit, tiens, il suffit d'être belle, c'est facile, alors qu'il y a derrière une vraie machine, beaucoup d'exigences. Qu'est-ce que tu pourrais dire à toutes les filles qui rêvent de se lancer dans ces concours? Est-ce que c'est facile? Est-ce qu'il suffit d'être belle? Non, il ne suffit pas d'être belle. En tout cas, du moins physiquement, il y a énormément de belles femmes partout. Je pense que c'est plus facile d'être belle physiquement que d'être belle intérieurement. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « il suffit d'être belle ». Mais en fait, la beauté physique transparaît seulement si votre cœur et votre âme est belle, je pense. Ou si vous aimez les gens, ou si vous avez de l'amour pour les autres, du moins si vous faites des concours de beauté et que vous avez une écharpe et que vous allez à la rencontre des Français, etc. Mais non, moi j'ai fait des mois de préparation pour chaque élection. Donc devenir la meilleure version de soi-même quand on est très jeune surtout, parce que maintenant le concours Miss France par exemple, on peut se présenter plus tard, mais à l'époque entre 18 et 24 ans pour être on ne demande pas à ce qu'on soit parfaite, mais entre 18 et 24 ans, normalement, on se construit. Et là, moi, j'avais 19 ans, et il fallait que je sois au top du top pour représenter la France. Donc, c'est un travail intense pour pour se présenter devant des milliers de téléspectateurs et affirmer ce que l'on est, alors qu'on n'a que 19 ans. Quand tu participes à Miss Univers, Miss Monde, pour moi. Miss Monde, pardon, ouais. Ça paraît incroyable. À ce moment-là, comment tu le vis? Qu'est-ce que ça t'amène? Qu'est-ce que ça t'apporte? Est-ce que ça renforce encore ton identité de femme noire, de femme française? Raconte-nous cette expérience. Mais justement, lorsque je suis allée à l'élection de Miss Monde, pour moi, je l'ai toujours dit, je représentais les femmes françaises, mais j'étais une ambassadrice aussi des Outre-mer. Parce que la femme française, elle est plurielle. Et moi, venant des Outre-mer et surtout de deux îles qui sont totalement à l'opposé, pour moi, j'avais l'impression de rassembler en fait toute cette... pas toute cette diversité, parce que je ne suis pas tout le monde, mais c'est vrai que j'ai un métissage, je suis aussi italienne, je suis aussi indienne, et en fait, à travers moi, je me suis dit, mais en fait, je dois représenter la femme française, et j'étais représentante des Outre-mer aussi en général, et j'essayais de ramener tout ça avec moi pour faire comprendre au monde que la France aussi, c'est ça. Et que le visage de la femme française, il peut être tellement différent et tellement beau et tellement divers que j'avais ce message à porter et oui, je voulais ramener tout ce qui... En fait, c'est compliqué en fait de représenter un pays tout en gardant sa personnalité. Son identité. Son identité. Et je voulais pas changer mon identité. Et les gens m'ont choisi parce que c'était moi. Et du coup, je voulais ramener mon histoire et leur dire que voilà, par exemple, c'est à ce moment-là que j'ai pu mettre en avant la cause des personnes en situation de handicap auditif.
Et ça a pu mettre en lumière toutes les choses qui me tenaient à cœur. Et j'ai tellement grandi en tant que femme, en tant que jeune femme. Mais en fait, j'étais une jeune femme et je pense qu'à ce moment-là, j'ai commencé à devenir une femme. Parce qu'être en concurrence avec 120 autres pays, c'est impressionnant. Mais quand on est convaincu de nos valeurs et de l'amour qu'on a à donner aux gens, surtout pour ce type d'élection, je l'ai très très bien vécu parce que j'ai l'impression que c'était une mission de vie. Et cette mission de vie, elle ne s'arrête pas après l'élection de Miss Monde. Je pense qu'elle va durer toute ma vie et je suis prête pour ça. Où est-ce que tu es allé puiser cette force? Est-ce que tu as une rencontre? Est-ce que tu as un coach? Est-ce que tu as quelqu'un une confidente, un confident, sur qui tu peux t'épauler? En fait, je pense qu'aujourd'hui, j'ai des personnes sur qui je peux m'épauler. Aujourd'hui. Parce que j'ai compris que si je voulais aller plus loin dans ma vie, il faut avoir des mentors, il faut avoir des personnes sur qui on peut compter. Mais justement, mon parcours s'est beaucoup fait toute seule, et jusqu'à aujourd'hui, on me le reproche beaucoup. Ophélie, tu as le droit de demander de l'aide. Et je ne sais pas demander de l'aide. Parce que je me dis que, vu que les traumatismes de l'enfance ont fait que j'ai toujours dû me débrouiller toute seule, en fait, au début, je ne comptais sur personne. Je ne prenais l'exemple sur personne parce que je me suis dit, de toute façon, on va me laisser sur le côté. Et puis, j'ai un peu le traumatisme de l'abandon. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui est intéressant, c'est que depuis le début de cette interview, tu me dis, on me l'a beaucoup reproché, on m'a dit, tu rêves trop. On entend que les êtres de lumière comme toi, puisque tu es une force vive de créativité et d'envie, souvent, et tu disais que tu avais été harcelée, souvent les gens s'immiscent. En quelques mots, cet harcèlement à l'école dont tu parlais, il s'exprimait comment? Premièrement, c'était vraiment par rapport à ma couleur de peau et du fait du handicap de mes parents, de ma mère, du coup. Des moqueries. Des moqueries. C'est pas des mots que j'aime répéter, mais oui, ta peau ressemble à du caca, je peux pas te toucher parce que tu es sale, tes cheveux, tu ressembles à un mouton. Et en fait, c'était ça tout le temps. On pointait du doigt ma maman tout le temps. Et en fait... Et comment tu le vivais? Qu'est-ce que ça a fait de toi? Moi, ça m'a énormément blessée parce que je suis une hypersensible. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, je ressens tout puissance 1000, même si j'ai appris à vivre avec, donc on apprend à vivre avec soi-même, on essaye que ça nous impacte moins. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de peine, et énormément de peine, parce que je comprends pas trop la méchanceté. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas comprendre pourquoi les gens sont méchants entre eux. C'est une notion, je pense, que je n'ai pas en moi. Et je comprenais pas, en fait, cette méchanceté gratuite, parce que ma mère m'a appris la tolérance. J'arrivais pas à saisir pourquoi des propos comme ceux-ci étaient prononcés envers moi. Et après, au collège, dès qu'on est un petit peu différent, on a un style différent, on s'habille pas forcément... On sort du lot et qu'on a un talent. Aussi, parce que c'est vrai que je me distinguais aussi par mes performances sportives, je me distinguais par mes performances à l'école. Et en fait, j'avais pas besoin des autres pour réussir, du coup, parce que c'était moi et moi lorsque je courais, ou voilà. Et en fait, dès que j'avais quelque chose de différent, on s'était pointé du doigt. C'est un message ultra intéressant pour les jeunes qui nous écoutent et qui sont pointés du doigt. Allez chercher chez vous votre singularité, faites-en une force. Justement, dans le milieu des Miss, est-ce qu'il existe une rivalité? Parce qu'on voit toujours sur les photos, elles sont toutes belles, elles sont toutes copines. Qu'est-ce qu'il en est réellement? En fait, je pense que ça dépend des promotions. Comme tout être humain, évidemment, à être dans une compétition où en plus on nous met en compétition entre nous-mêmes, avec des femmes toutes différentes, évidemment qu'il peut y avoir des rivalités. Mais comme dans une classe d'élèves ou dans une promotion, ça dépend avec qui vous tombez. Moi, j'ai eu des promotions extraordinaires, par exemple. À la fin de la semaine, on se retrouve parce qu'on a notre déjeuner ou notre dîner ou notre fête annuelle où on se retrouve tout ensemble, on discute. Il y en a certaines qui sont venues loger chez moi pendant des mois et des mois parce qu'elles faisaient leur alternance ou quoi que ce soit. Donc, on reste en contact, on s'aime énormément. Mais je sais qu'il y a certaines promotions où ça s'est pas très bien passé et que la rivalité, elle est là. Et il faut faire face aux caractères qui sont différents, à la jeunesse aussi. Parce que des jeunes filles qui ont 18 ans, qui sont face à des femmes qui sont un peu plus âgées, qui ont 24, 25 ans, évidemment, ça peut rentrer en collision, les caractères, les habitudes, la jeunesse et la maturité. Bien sûr qu'il y a la rivalité, mais je pense que c'est comme dans tout, en fait.
À quel moment tu quittes la Guadeloupe pour revenir ici, en France ? Je quitte la Guadeloupe lorsque je suis élue Miss Guadeloupe et que je viens poursuivre mon cursus que j'avais commencé en sciences. Et je vais à l'université de Montpellier pour commencer un cursus en master ingénierie chimie. Donc, tu n'as jamais lâché les études ? Non, à ce moment-là, je lâche pas, mais j'ai quand même cette intime conviction et je sais que, en fait, être dans un laboratoire, même si je respecte totalement les personnes qui font ça et vous faites un super métier, on a besoin de vous, je ne pourrais pas faire ça. Je peux pas. En fait, j'ai toujours eu cette petite âme d'artiste. J'ai passé ma vie à dessiner des croquis depuis petite. J'ai des centaines et des centaines de cahiers de dessin, voilà. Où en fait, pour moi, l'art, c'est ma meilleure façon de m'exprimer. Et justement, ce milieu de la mode, du monde artistique, c'est là où je me sens le mieux et le plus à l'aise. Et je savais qu'en passant par ces expériences de l'élection de Miss France, et peut-être plus, du coup plus après, ça allait m'ouvrir à ce domaine qui me tenait à cœur, même si je ne l'ai pas fait pour ça, parce qu'initialement, je voulais vraiment représenter les Français, voilà. Mais je savais que ça allait pouvoir m'ouvrir les yeux et me faire atteindre un milieu dans lequel je n'ai absolument pas le pied. J'ai pas des parents qui sont dans le milieu, j'ai pas des parents artistes, ni même des tontons, tantes, personne. Tu es l'exemple même qu'il suffit peut-être d'y croire et d'avoir envie et de se lancer pour que ça fonctionne. D'ailleurs, tu intègres des agences ultra prestigieuses dans lesquelles sont Heidi Klum, Claudia Schiffer, Cindy Bruna. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Tu te dis, c'est bon, j'ai trouvé, je vais devenir mannequin, ça va être ma carrière ? En fait, j'ai conscience, j'ai commencé le mannequinat très jeune, à 16 ans, enfin très jeune, l'âge à peu près moyen, on va dire, aux Antilles, et je sais que c'est pas du tout un milieu facile, et je me dis pas que parce que je suis rentrée dans cette prestigieuse agence, que ça va être facile, au contraire. Au contraire, parce que du coup, on est beaucoup de filles, le marché parisien, il est énorme, il y a énormément de filles, et je me dis que va falloir faire ses preuves. Je viens d'un milieu, le fait d'avoir été Miss n'est pas du tout à mon avantage. Finalement, ouais. Finalement, c'est pas c'est deux univers complètement différents. C'est deux univers complètement différents. Après, c'est vrai qu'on m'a toujours mis dans la catégorie mannequin. Il y a des Miss qui ne peuvent pas devenir mannequins parce qu'elles sont peut-être un peu trop commerciales, etc. Moi, ça n'a pas été mon cas. Mais en termes d'image, lorsque j'allais dans un casting, mais au grand jamais, je disais que j'avais été Miss. Jamais. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une mannequin ? Quelle est la définition d'une mannequin ? Parce que ça aussi, c'est un métier difficile. On pense qu'il suffit d'être belle. Pas du alors tout. Que finalement, qu'est-ce que c'est qu'une mannequin ? Parle-moi de la relation avec le photographe, de l'interprétation, du jeu, de la relation avec le photographe. Voilà. Justement, je pense que lorsqu'on est Miss, on représente une région et un pays avec notre identité, évidemment, notre personnalité. Donc, en fait, les gens sont obligés de nous accepter tels que nous sommes. Et si vous n'acceptez pas, tout simplement, on n'est pas élu. Mais je pense que lorsqu'on est mannequin, certes, on doit y mettre de la personnalité et notre identité. C'est aussi pour ça qu'il y a des top modèles, voilà. Mais on doit aussi avoir la capacité de retransmettre ce que la direction artistique ou la marque incarne ou ce qu'ils attendent pour cette campagne. Voilà, je pense qu'une campagne Yves Saint Laurent, il y a quand même des codes, il y a quand même une ambiance, et une mannequin doit pouvoir interpréter la vision justement des personnes avec qui elle travaille. Et pour moi, c'est ça la différence. On y met notre identité, mais on a des directives et on doit les respecter. Donc, pour moi, c'est pas du tout le même métier, c'est pas du tout les mêmes casquettes. Le travail est donc artistique. Raconte-nous le rôle d'une agence. Qu'est-ce que c'est qu'une agence de mannequins ? Est-ce que cette agence t'apporte du travail ? Quelle est la différence avec un agent cinéma, justement ? Alors, une agence de mannequins, justement, en fait, ça va dépendre aussi de vos contrats, mais une agence de mannequins nous représente sur le territoire. Si vous êtes en exclusivité avec elle, vous n'avez qu'une seule agence de mannequins. Exclusivité. Donc, les agences de mannequins exigent bien souvent une exclusivité sur le territoire. C'est-à-dire que vous avez une agence par pays. C'est pour ça que souvent, on voit une agence en Allemagne, en Angleterre, en Italie. Donc, cette agence de mannequins centralise toutes les demandes ou nous envoie dans des castings ou nous propose à des marques pour des shootings photos, réalisations. Et du coup, ils centralisent tout, les demandes entrantes, les shootings photos, les facturations, évidemment. Et du coup, ils s'occupent de nous sur tout le territoire français. Voilà. Et après, on peut avoir une agence mère qui, elle, centralise toutes les autres agences à travers le monde. On va parler de
ton travail sur Internet. Tu es une vraie influenceuse. Je ne sais pas si tu aimes ce mot, mais tu as un audimat incroyable. Tu as des marques qui signent des partenariats avec toi. C'est venu à toi naturellement, c'est ton audience qui t'a amené à ça, cette audience qui s'est fait naturellement, ou tu es allé le chercher et ça a été un travail, parce qu'il y a de nombreuses femmes qui rêvent de devenir influenceuses. Qu'en est-il pour toi ? Alors, pour moi, par rapport au... Oui, c'est vrai que maintenant, on dit soit créatrice de contenu, ça passe un petit peu mieux, on va dire. J'ai toujours eu un rapport justement avec la photo et l'art très jeune. Donc, c'est ma mère qui m'a toujours... Enfin, je prends en photo tout ce que je vois. Mais ça, c'est ma maman qui avait toujours un appareil photo, qui a toujours capturé les moments de vie. Et c'est quelque chose que j'ai toujours fait depuis très jeune. Je piquais son téléphone portable ou son appareil photo. Et du coup, j'ai eu les réseaux sociaux, je pense, vers 14-15 ans. Et elle m'autorisait à publier une photo par semaine. Wow. Et elle m'autorisait à publier une photo par semaine. Et j'ai commencé à montrer un peu ce que je trouvais beau au quotidien. Et surtout aux Antilles, les paysages sont magnifiques. Donc je montrais ce que je trouvais beau au quotidien, les recettes que je faisais, justement par rapport à mon hygiène de vie, au sport. Je publiais surtout mes compétitions sportives par rapport à l'athlétisme. Et j'ai toujours en fait partagé un petit peu mon quotidien et mes astuces. Mais c'est vrai qu'après, du coup, les élections m'ont permis d'avoir une plus grande communauté à chaque fois, du coup, entre Miss Guadeloupe, Miss France et Miss Monde. Et du coup, c'est comme ça que j'ai construit une communauté. Et aujourd'hui que je l'entretiens avec des choses qui me font plaisir, tout simplement. On me dit, pourquoi tu ne vas pas dans un seul domaine ? J'ai dit, mais je ne suis pas un seul domaine. Je n'arrive pas à me dire que je dois faire que de la mode, que de la beauté, que de la nourriture, parce que je ne suis pas faite que de ça. Et je veux pouvoir parler librement de ce qui me plaît et de tout ce que j'aime, en fait. On entend dans ce que tu dis qu'il n'y a pas vraiment de stratégie, que tu es authentique et que tu partages des moments et des choses que tu aimes. Pourtant, Internet peut être d'une extrême violence. Oui. On voit des carrières qui se défont et qui se font. Qu'est-ce que tu penses justement de ces Magali Berda, de ces Booba, de ces arnaques ? J'ai l'impression que... Est-ce que ça peut te concerner, toi ? Alors, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu un gros... Je pense que ça fait 1 an ou 2 ans qu'on est sur ce type de sujet par rapport à toutes les arnaques qu'il y a autour des influenceurs qui ont vendu des faux produits, je sais même plus maintenant parce qu'il y en a beaucoup. Mais même des choses terribles qui sortent, que ça soit Norman qui d'un jour à l'autre est attaqué ou oui, Harry Habitant. C'est-à-dire qu'il y a, avec cette information et cet Internet, le risque que tout d'un jour à l'autre se retourne. C'est ça. En fait, je pense que les réseaux sociaux sont un excellent outil pour le bon ou le mauvais. Sont un excellent outil pour mettre en avant les belles choses, mais sont un excellent outil aussi pour mettre en avant les choses graves. Et certes, malheureusement, des carrières peuvent en fait en pâtir. Et le problème, je pense que c'est juste parfois ce rouleau compresseur d'une information qui n'est peut-être pas forcément vérifiée et qui part un peu dans tous les sens. Ça, c'est sûr. Mais je pense que par rapport à toutes ces arnaques, surtout par rapport aux influenceurs, le fait que ça soit régulé aujourd'hui, moi, je n'y vois aucun inconvénient. Si on est droit dans ses bottes et qu'on respecte nos abonnés, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a aucun créateur de contenu qui fait bien les choses, qui a peur de ce qui est en train de se passer. Au contraire, voilà, on régule notre travail, c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Et on sait très bien que la loi évolue en fonction de ce qui se passe. C'est un nouveau métier, des nouvelles règles, des nouvelles réglementations, des nouvelles choses. Et pour moi, c'est tout à fait logique qu'on soit réglementé et qu'il y ait plus de surveillance par rapport à ce niveau-là, parce qu'on vend quand même des produits à des êtres humains. En préparant cette interview, j'ai regardé en long et en large justement ton contenu et je trouve que c'est un très joli pied de nez parce qu'aujourd'hui, tu fais même de la pub pour des marques de coiffure et des produits pour les cheveux afro. À partir de quand tu as arboré cette magnifique coiffure qui aujourd'hui est tendance? Il y en a beaucoup des femmes, et c'est tant mieux, qui arborent cette magnifique coiffure afro. Qu'en est-il pour toi? C'est à partir de quand que tu l'as assumé? Je fais exprès de dire
assumé, puisque tu nous disais que petite, tu te lissais les cheveux. C'est vrai que à partir du moment où j'ai commencé à perdre mes cheveux, parce que je mettais des produits défrisants dans mes cheveux en premier temps. J'ai commencé, justement, c'est des produits qui sont très chimiques. Évidemment, je dis toujours, je ne suis pas une pro, il faut absolument cheveux naturels ou quoi que ce soit. Je veux juste que les femmes s'assument et se sentent belles par rapport à leur texture de cheveux. S'il y a des filles qui veulent porter leurs cheveux naturels, c'est super. Si d'autres non, ce n'est pas grave. Fais-le selon toi, vraiment ce que tu aimes, toi et toi-même. Exactement. Juste, on sait que ce type de produit a des conséquences. Aujourd'hui, c'est prouvé que, par exemple, le défrisage, c'est cancérigène. Il y a plein d'autres choses cancérigènes dans la vie, il n'y a pas que ça. Mais qu'elles doivent juste être au courant de la composition, des risques que peuvent avoir ce type de pratique, et c'est tout. D'ailleurs, tu as eu une histoire affreuse avec tous ces produits chimiques, une histoire qui rappelle celle de Michael Jackson pour les plus vieux. Tes cheveux ont pris feu. Mes cheveux ont pris feu parce que justement, ce jour-là, je n'avais mis que des produits avec une composition qui n'était pas naturelle. Je m'en suis souvenue, où je vois très bien sur les produits qu'il y a une petite flamme. Mais je me dis, c'est pas grave, aujourd'hui, je veux avoir une chevelure magnifique, c'est juste pour une soirée. Mais évidemment, tous les produits inflammables qu'on met dans nos cheveux, si une petite étincelle, on prend feu. Et c'est ce qui s'est passé. Et depuis, j'utilise principalement, je ne suis pas parfaite, je ne suis pas là pour donner des leçons, principalement des produits qui ont une composition naturelle. Mais oui, j'ai commencé à arborer mes cheveux, à vouloir les assumer quand j'ai commencé à les perdre. Et aussi, je me souviens, très jeune, j'étais tombée sur l'Instagram de Tina Tunakey. Ok. Et je me souviens, elle avait, je pense, 6000 abonnés sur Instagram, mais c'était il y a presque 10 ans maintenant. Et je me suis dit, mais waouh, mais c'est ça que je veux. Mais je veux les mêmes cheveux qu'elle. Et là, c'est là le pouvoir de la représentation. Et je sais que cette petite fille qui a vu Tina Tunakey plus jeune, c'est peut-être la petite fille qui regarde mon Instagram aujourd'hui. Et c'est pour ça l'importance de mon message et de l'image que je renvoie sur les réseaux sociaux. Et c'est très joli d'entendre ce discours si positif. Je pense que tu es une femme authentique. Ophélie Mézino est une femme qui a un vrai parcours, qui est une mannequin, qui est une Miss, qui est, alors on va dire, créatrice de contenu digital et apprentie comédienne. Ça m'a fait rire quand j'ai lu apprentie comédienne. Oui. Comédienne, raconte-nous comment tu as passé ce casting pour Lupin. Tu donnes la réplique à Omar Sy, l'un des comédiens les plus aimés en France. Raconte-nous. Alors justement, c'est vrai que je dis apprentie comédienne parce que pour moi, comme pour tout, je dois apprendre en fait. Et là aussi, je repars de zéro et je n'ai pas du tout la prétention de dire que je suis comédienne. J'arrive pas à le dire. Mais en fait, j'avais fait une première expérience il y a quelques années, juste après l'élection de Miss France, dans le film Miss de Ruben Alves. Oui, Ruben, qu'on embrasse. Qui est totalement adorable. Et j'avais une merveilleuse expérience. Mais justement... Tu as passé un casting? Comment ça s'est passé? En fait, j'ai joué mon propre rôle. J'étais Miss Antilles. Mais qui t'a contacté? À l'époque... Une directrice de casting? Oui, je crois. Hein. Ok, sur Instagram? Je crois que c'est ça. Oui, sur Instagram. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Et du coup, je joue mon propre rôle en tant que Miss Antilles, mais c'est quand même 3 semaines de tournage. J'étais silhouette, mais vu que les plans sont qu'on est à l'élection de Miss France, en fait, il faut des gros plans de groupe. Et on a quand même fait un voyage en Belgique. Et voilà, c'était une expérience très complète où ça m'a permis d'observer et de me dire, en fait, c'est peut-être possible d'essayer. Voilà. Mais je n'osais pas. Parce que, voilà, pas de personnes autour de moi qui sont dans le milieu, pas d'amis, forcément. Donc, je me suis dit, je vais me concentrer sur le mannequinat pour le moment. Et là, ça fait à peu près 2 ans que je me dis, Ophélie, tu dois te lancer dans ce milieu-là, mais comment faire? Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas. Je trouve que j'ai pas la légitimité, j'ai peur des préjugés qu'il y a sur moi. Pourtant, j'ai jamais, comme je vous l'ai dit, j'ai pas forcément peur de réaliser mes rêves. Mais j'avoue que cette petite partie-là était vraiment tellement inaccessible pour moi que j'osais pas. Et cette même équipe, certains membres de l'équipe qui étaient sur le tournage de Lupin m'ont appelé quelques jours avant ce tournage pour me dire qu'un rôle avait été ajouté. Et est-ce que j'aimerais passer ce casting? Et voilà, normalement, j'étais même pas censée parler. Donc, je me suis dit, oui, du coup, j'ai envoyé mes photos. Je me suis dit, bon, si ça se fait, ça se fait. Et je savais même pas si j'allais voir Omar Sy, parce qu'on peut tourner dans cette série sans jamais le voir. Et lorsqu'on m'a dit, Ophélie, dans 3 jours, en fait, tu es sur le set pour Lupin et tu vas voir Omar Sy, comment vous dire que j'étais tétanisée pendant toute une journée. Je ne parlais plus à personne. Et je me souviens avoir emmené justement mon petit frère voir 1 mois avant
1 ou 2 mois avant, le film Tirailleurs. Et justement de l'importance de l'emmener voir ce type de film et regarder cet acteur et me dire mais waouh, ce parcours est incroyable. Et en fait, quand 1 mois après, moi, je suis confrontée à cette personne-là, justement, c'était inimaginable. Et justement, c'était un rêve qui semblait tellement fou que je me suis mis sur stop, clairement. Mais ça a été une expérience incroyable. Même Donc, si tu passes le casting. Exactement. On te fait passer des essais? Non, parce que normalement, justement, j'étais pas censée avoir de réplique. Ok. Donc, juste, mon profil correspondait à la scène. J'étais pas forcément censée parler, donc pas Mais finalement, tu as parlé. Oui. Et alors, tu as une coach, tu as un prof? Pas du tout. Tu prends des cours de théâtre? Alors, justement, j'ai fait les cours Florent cet été, pendant 1 semaine en premier temps, parce que j'ai dû voyager ensuite. J'ai été acceptée par les cours Florent. En fait, je devais commencer à la rentrée, mais je verrai sur quoi je me dirige, peut-être une rentrée un peu plus en décalé ou peut-être une autre école, je ne sais pas. Mais cette expérience-là m'a permis de confirmer, parce qu'elle est arrivée après Lupin, est-ce que je veux le faire ou pas? Est-ce que je vais aller justement chercher dans mes tripes pour pouvoir intégrer, incarner des rôles qui me tiennent à cœur. Et du coup, l'objectif, c'est justement d'apprendre. Mais pareil, comment faire quand on ne sait pas, quand on ne connaît pas vraiment ce milieu? Je prends des conseils de partout et je ne sais pas trop comment faire, en fait. J'arrive pas à me diriger. C'est bête, mais vous voyez, même dans ma façon de m'exprimer par rapport à ce sujet-là, c'est difficile quand on ne vient pas de ce milieu-là de vouloir faire sa place. Donc pour l'instant, tu n'as pas d'agent encore? Non, je n'ai pas encore d'agent, mais c'est l'objectif. C'est l'objectif, mais je prends le temps qu'il faut parce que je veux pas presser justement cet apprentissage, parce que je pense qu'il faut prendre du temps justement pour apprendre et je veux pas apprendre n'importe comment aussi. En fait, Ophélie Mézineau, c'est une femme féline qui observe, qui s'écoute et qui travaille. Oui, qui travaille beaucoup. Un peu trop parce que je parle pas assez, mais, oui, le travail... Avec le travail, on peut faire beaucoup de choses. J'ai conscience qu'on n'a pas la même égalité des chances et que le travail peut combler. Mais je sais que parfois, il faut demander de l'aide, il faut tendre la main. Et ce n'est pas simple, mais c'est vrai que je travaille d'arrache-pied parce que je sais que je pars de rien et que je n'ai rien qui me... Voilà, j'ai personne qui peut assurer mes arrières. C'est ce qui me motive, mais je sais que c'est dur. Je ne souhaite pas, c'est pas ce que je souhaite à mes enfants. Voilà, j'espère que je leur faciliterai la vie. Mais j'en tire que du positif actuellement, pour le moment. Ce qui est chouette, justement, dans ton fil d'actualité, c'est comment tu es dans l'acceptation de ton identité. Alors, une fille ouverte au monde, mais moi, j'ai adoré quand tu mets en avant l'afro-caribéenne. Tu aimes bien la danse afro-caribéenne? Oui, exactement. En fait, ça fait partie de moi, ça fait partie de ma culture. La culture des Antilles, elle est tellement riche, elle est tellement... Voilà, il y a certaines personnes qui disent « mais arrêtez de danser ». Non, ça fait partie de nous. Notre amour de la musique, de la danse, de nos artistes. Et je suis tellement ouvert, c'est la continuité de l'Amérique latine et tant d'autres cultures. C'est ça, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, eux, ne sont jamais allées aux Antilles, qui découvrent les Antilles à chaque fois que je voyage là-bas ou qui redécouvrent l'île de la Réunion. Et je me sens comme une ambassadrice depuis ces élections, depuis ces concours de beauté. Pour moi, je suis ambassadrice de mes îles et je le serai toute ma vie. Donc voilà, il ne faut pas s'interdire de danser, de partager de la bonne humeur, de la danse, du chant. Et de rêver. De rêver, toujours. Ophélie Mézineau, une femme engagée? Oui, aussi. Mais c'est vrai que je me suis beaucoup concentrée sur ma carrière professionnelle initialement, parce que j'ai toujours fait de l'associatif, toujours allé vers les autres. Et après, je me suis dit, mais Ophélie, si tu veux donner, il faut aussi que... Tu peux pas t'amputer un bras et donner aux gens. Parce que, en fait, il va falloir que tu te concentres sur toi, que tu emmagasines le maximum de choses et que après, tu puisses donner tout ce que tu as. Et c'est vrai que je me suis engagée auprès des personnes en situation de handicap. J'ai fait aussi des actions humanitaires plus jeunes. Et je pense que ça, c'est surtout ma mission de vie. Pouvoir aider les autres et donner de l'amour aux autres, c'est toujours quelque chose que je me suis promis. Mais aussi, pour pouvoir le faire, il faut que j'ai un amour profond pour moi-même également, que je me construise et que après, je puisse retransmettre. Qu'est-ce que tu dirais à la petite Ophélie, à l'enfant? Je dirais à la petite Ophélie qu'elle a raison de rêver et qu'elle doit continuer de rêver, parce que ce qui l'attend,
en fait, c'est tout ce qu'elle a toujours imaginé. Et que par contre, ça va être très dur. Très, très dur. Ça va être très difficile, qu'il va falloir être forte, qu'il va falloir s'affirmer. Mais c'est ça que je dirais à la petite Ophélie, c'est qu'il ne faut pas baisser les bras. Voilà. Merci Ophélie pour ce délicieux moment. Merci à vous.